Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Niger Telecom, sponsor officiel de Business Challenge. Niger Telecom pour mieux vous servir. Chers téléspectateurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'émission Business Challenge à la place du présentateur habituel Seydou Souney Mahamadou. Et bien évidemment, Business Challenge, c'est votre magazine de l'économie et de la vie des entreprises au Niger avec un regard sur le Sahel et le continent. Du 6 au 7 septembre 2022, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, a organisé un atelier de validation des rapports de la revue empirique des programmes et projets d'employabilité des jeunes et leur impact au Niger. Une session s'est tenue afin d'amender et enrichir cette revue par les différentes parties prenantes. En effet, l'employabilité des jeunes figure au rang des premières préoccupations des politiques publiques. Dans cet élément, vous aurez des informations sur la situation du Niger. Nous enchaînons avec l'Institut national des statistiques, INS, qui, en partenariat avec la Banque mondiale, organise le recensement général des entreprises au Niger dénommé REGIN 2022. Ce recensement général des entreprises au Niger a pour objectif de contribuer à renforcer la qualité et la fiabilité des données produites par le système statistique national, notamment au niveau des entreprises, des secteurs formels et informels sur l'ensemble du territoire national. Des détails dans cette édition pour savoir les finalités de ce recensement. À suivre également dans ce numéro de Business Challenge un reportage sur la situation du niveau des prix des produits alimentaires au Niger. Une augmentation qui n'est pas sans conséquence sur le revenu des ménages. Ensuite, nous vous proposons un reportage sur la précarité des entreprises. Au Niger, le nombre d'entreprises créées a connu un boom sans précédent ces dernières années. 32 000 entreprises ont été créées en moins de 10 ans. Sur ces milliers d'entreprises, peu arrivent à tenir. Quelles sont les causes de ces cessations d'activité des entreprises? Comment y remédier? Quelles solutions pour pérenniser les entreprises au Niger? Des acteurs se sont prononcés. Les détails à suivre dans ce numéro de Business Challenge. Et nous finirons avec ce reportage sur le programme YALI. En 2010, sous l'égide de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, le programme YALI a été lancé. Il a pour objectif de soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité, renforcer la gouvernance démocratique et améliorer la paix et la sécurité sur le continent africain. 10 ans après, des milliers de jeunes ont bénéficié de ce programme. Que devient aujourd'hui ce programme et quelle est sa contribution pour le développement en Afrique? Business Challenge vous propose les détails de ce reportage. A tout de suite. La ville de Niamey a abrité du 6 au 7 septembre 2022 un atelier de validation du rapport de la revue empirique des programmes et projets d'employabilité des jeunes et leur impact au Niger. C'est la Chambre de commerce et d'industrie du Niger qui a servi de cadre d'échange interactif entre les acteurs de mise en œuvre des programmes et projets d'employabilité des jeunes. C'est vraiment pour faire la revue de toutes les interventions qui sont passées et qui ont été mises en œuvre, ou bien qui sont même en cours, qui ont été mises en œuvre pour soutenir l'employabilité des jeunes. Donc l'idée était de voir d'abord que visent d'abord ces interventions à travers leurs documents, mais aussi de voir au niveau de la mise en œuvre réelle donc, de cette intervention. C'est pour cela l'approche méthodologique, elle a visé 2 étapes. La première étape, c'était de faire la revue de toute la documentation, que ce soit donc des recherches, que ce soit des documents de politique, donc sur les questions d'employabilité des jeunes. Ensuite,
La deuxième phase a été d'aller sur le terrain pour voir concrètement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Comment est-ce que ces politiques, et en tout cas ces projets et programmes ont été réellement mis en œuvre. Et nous avons donc été sur le terrain, nous avons été dans 3 régions et où nous avons rencontré donc les acteurs qui sont en train de mettre en œuvre donc ces politiques et programmes-là. Et nous avons aussi rencontré des jeunes qui ont bénéficié donc des interventions ou bien qui ont postulé, n'ont pas reçu les interventions, et même des jeunes qui n'ont jamais postulé. Cette rencontre vise à amender et à enrichir par les différentes parties prenantes le rapport de la revue empirique des programmes et projets d'employabilité des jeunes et leur impact au Niger. En effet, cette revue prend en compte les contraintes réelles des bénéficiaires de différents projets d'emploi des jeunes intervenant au Niger et les préoccupations de potentiels bénéficiaires vivant en milieu rural. Chaque année, il y a 500 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais malgré toutes les interventions qui sont mises en œuvre, on a encore des résultats qui sont très éloignés des attentes. Donc, dans le rapport provisoire, on a relevé 16 obstacles. Quelques-uns de ces obstacles-là, c'est le manque d'information, c'est le manque de coordination entre les différentes structures donc, qui sont en charge donc, de la mise en œuvre donc, des projets et programmes. Nous avons aussi les questions d'inclusivité qui sont aussi soulevées. Donc ça, c'est entre autres donc, des problèmes. Donc, au sortir de cet atelier, nous attendons que en tout cas, les participants à cet atelier puissent enrichir le document et contribuer sur la question des obstacles, les différents obstacles vraiment à l'employabilité, à la promotion de l'employabilité des jeunes au Niger. Ensuite, nous voulons aussi qu'on puisse relever les facteurs de succès et les facteurs d'échec. Parce qu'il y a plusieurs interventions, il y a plusieurs approches qui ont été utilisées. Donc, pour des interventions futures, il serait bien qu'on s'arrête pour dire effectivement quelle approche marche bien. Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien? Est-ce qu'il faut faire plus de placement des jeunes? Est-ce qu'il faut faire plus de formation professionnelle? Est-ce qu'il faut faire plus d'entrepreneuriat? Même si c'est plus d'entrepreneuriat, comment on doit le faire? Et donc, etc., etc. C'est toutes ces questions-là, on doit répondre à la question, c'est quoi les meilleures pratiques, c'est quoi les mauvaises pratiques. Après la validation du dit document, une série d'activités sera au programme. Il s'agit de vulgariser la revue auprès des acteurs institutionnels et de la jeunesse nigérienne. Ces 2 jours d'atelier vont nous permettre donc d'enrichir le document et d'aller vers le document final. Donc nous allons établir le rapport final. Une fois qu'on a le rapport final, on va établir un policy brief. Donc c'est juste là où à l'intention des politiciens, quelque chose un résumé de 2-3 pages pour qu'ils puissent voir vraiment les principaux résultats. Nous prévoyons aussi de faire des ateliers de dissémination. Nous prévoyons aussi de présenter les résultats dans les cadres des jeunes, notamment des centres universitaires, par exemple à l'université, en tout cas des conférences publiques. Mais aussi, pour nous, on veut aussi profiter aussi des acteurs de communication que vous êtes pour pouvoir en tout cas essayer de diffuser à grande échelle donc, tous les résultats de cette étude. Organisé par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, cet atelier de validation du rapport de la revue empirique des programmes des projets d'employabilité des jeunes et leur impact au Niger s'inscrit dans le cadre d'un examen empirique des politiques d'emploi des jeunes entrepris dans 10 pays africains. L'Institut national de la statistique INS, en partenariat avec la Banque mondiale, organise le recensement général des entreprises du Niger, REGEN. Ce recensement général des entreprises au Niger a pour objectif de contribuer à renforcer la qualité et la fiabilité des données produites par le système statistique national SSN, notamment au niveau des entreprises des secteurs formels et informels sur l'ensemble du territoire national. En effet, une telle opération a été organisée en 2007, mais qui s'est seulement concentrée sur les centres urbains, ce qui n'a pas produit les résultats escomptés dans la disposition des données fiables et de qualité devant servir dans la prise de décision. Le recensement général des entreprises permettra également de mettre à la disposition des pouvoirs publics, du secteur privé, des associations professionnelles et des partenaires au développement des informations fiables et à jour sur les performances du tissu économique à travers des indicateurs structurels et conjoncturels d'activité,
a publié l'Institut national de la statistique. Ainsi, démarré depuis le 22 juillet et ce jusqu'au 1er octobre 2022, Regen 2022 se veut une source importante d'informations qui permet de disposer de façon exhaustive des données sur le poids et les caractéristiques des unités économiques aussi bien modernes qu'informelles. Il constitue ainsi un instrument précieux pour l'élaboration des programmes de promotion du secteur productif. Pour l'Institut national de la statistique, le recensement général des entreprises du Niger permettra en outre d'avoir une meilleure connaissance de la structure de l'économie, de disposer d'une cartographie complète, exhaustive et à jour des unités économiques réparties sur l'ensemble du territoire national. Aussi, participera-t-il à identifier les disparités économiques régionales et sectorielles d'une part et de l'autre, intégrera de plus une enquête sur la structure des comptes des entreprises, gage d'une amélioration notable de la qualité des comptes nationaux. Par ce recensement, l'Institut national de la statistique souhaite disposer de la mise à jour des répertoires d'entreprises, des informations statistiques pour les travaux d'élaboration des comptes nationaux et les indicateurs conjoncturels d'activité de la structure des entreprises sont connus. Aussi, une base de sondage pour les enquêtes auprès des entreprises est constituée. Un niveau d'activité et les branches d'activité porteuses de croissance sont connues, une mise en place d'un système d'information géographique SIG des entreprises du Niger, ainsi que l'élaboration et la publication des rapports globaux présentant les principaux résultats du recensement général des entreprises du Niger en 2022 sont les résultats attendus de Regen 2022. À ces attentes s'ajoute celle de l'élaboration et la publication des rapports thématiques spécifiques à chaque secteur d'activité, des rapports thématiques spécifiques à chaque pôle économique et l'amélioration du calcul du PIB du Niger. Par ailleurs, l'Institut national de la statistique INS tient à rappeler que les données collectées au cours de ce recensement ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins de répression économique ou encore fiscale. Un appel de pied à une franche collaboration des entreprises aussi bien formelles qu'informelles pour la réussite de cette opération. Les informations recueillies seront confidentielles, a souligné l'Institut national de la statistique INS dans sa publication. Les différentes crises mondiales avec leur impact sur la sous-région combinées à la campagne d'hivernage déficitaire ont favorisé une inflation des prix agroalimentaires au Niger. Selon une étude de la Banque mondiale sur l'évolution des taux d'inflation au Niger, au cours des 57 dernières années, le taux d'inflation des biens de consommation au Niger a tergiversé entre moins 7,8% et 36,0%. Pour l'année 2021, une inflation de 3,8% a été calculée. Au cours de la période d'observation de 1964 à 2021, le taux d'inflation moyen était de 4,4% par an. Au total, la hausse des prix sur cette période a été de 901,20%. En février 2022, le Conseil des ministres a indiqué une hausse de 9,7% des denrées alimentaires en une année. La montée sans cesse des prix des produits alimentaires de première nécessité est une situation délétère pour la population nigérienne. La politique économique a deux aides principales, c'est ce qu'on appelle la politique monétaire et la politique budgétaire. Donc la gestion de l'inflation est essentiellement laissée ou bien en tout cas accordée aux autorités monétaires. Et cela ne veut pas dire que le gouvernement, l'autorité publique de son côté ne doit rien faire. L'autorité publique souscrit à ce qu'à ne pas faire une inflation au-delà de 3%. Vraiment, l'inflation a un effet néfaste sur le plus faible. C'est pourquoi les autorités se donnent le devoir de les maintenir à un niveau assez raisonnable, notamment les autorités monétaires à travers la BCEAO et même l'autorité publique dans le cadre de la conduite des politiques budgétaires.
ba cikin son rayuwarmu ba, tunda kowa dan adam yana so rayuwa ta yi sauki don kowa ya samu ya yi kwatanta abin da zai ce sha. Abin mun cinci kanmu lokacin muna samun karto a dimil sankisan, yanzu mun cinci kanmu za a saida mana shi ke kayan ne ta samu matsala ba su nan ga shigowa saboda shi ne kayan da suka yi tsada. Da muna sai da 140 muke sai da 130 da ƙarfi kwarai. Kiran da muka yi kenan ga manya insha Allah. Cette augmentation aberrante des prix des denrées alimentaires pénalise financièrement les ménages nigériens, notamment les plus vulnérables. En ce moment-là, vraiment, tous les produits sont très chers. Parce que ce que tu as l'habitude de payer à 500, aujourd'hui, si tu viens, on te dit 1000 francs. Il y a vraiment la cherté. Parce que da abun na 600 zan ce mana 800 1000 francs vraiment ya yawa a gani dan ku bai kamata ba su kuma sun ce daga can ne wajen frontier sun ce a donc babu riba lalle ko mutum ba ka da kayanka ba ka samu riba ba abunda muna so da yawa sai da mu rage zan mu yi economy mu samu mu yi abunga. Dans un pays où la grille salariale n'est pas autant élevée, de telles augmentations affectent le budget des uns et des autres alloués à la consommation. L'augmentation du prix a un effet sur le pouvoir d'achat de ménage. Il va réduire le pouvoir. Ça veut dire que ce que vous pouvez acheter l'année passée avec 100 francs, cette année vous ne pouvez pas l'acheter parce que les prix ont augmenté. Il vous faut forcément augmenter 100 et quelques francs, ou bien alors sur la quantité du produit, vous allez accepter de prendre une quantité moindre que celle de l'année passée. Et pour un ménage qui est juste à la frontière de son revenu, quand le prix augmente, lui il va en pâtir. Il n'a pas cette marge de manœuvre d'enlever de l'argent parce qu'il n'a pas de part pour augmenter et pour maintenir son niveau de revenu. Il sera obligé d'accepter une réduction de la quantité, donc une réduction de sa satisfaction. Le deuxième niveau encore, là aussi, c'est toujours les plus vulnérables qui payent le prix de l'inflation. Quand le produit augmente de prix, la majorité des personnes à revenu moyen ou revenu faible, donc ils vont cesser de consommer les mêmes quantités de ce produit-là. Et donc, si ça se généralise sur l'économie, les gens vont consommer moins les produits. Et si les gens consomment moins, ça veut dire que les entreprises vont vendre moins que ce qu'ils ont l'habitude de produire. Conséquence, ils vont réduire leur production pour vendre juste ce que le marché demande. S'ils vont réduire leur production, c'est des entreprises, ils veulent faire de profit, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont passer à arrêter certaines machines. Donc ça veut dire aussi réduire les employés qui travaillent. Imaginez que ça se répercute sur plusieurs entreprises. Les entreprises vont commencer à licencier. Et quand on va licencier, ce n'est pas l'expert qu'on licencie, c'est ceux qui occupent des emplois subalternes. C'est les ménages modestes qui payent des prix. La hausse des prix se justifie entre autres sur l'importation de certains produits de première nécessité. Depuis les années 2000, une stratégie industrielle basée sur l'importation de matières de première nécessité à bas prix a été favorisée par les politiques commerciales libérales qui ont été conduites en Afrique de l'Ouest. Pour le Niger, notamment ces derniers moments, on peut l'expliquer par 3 points essentiels. D'abord, le premier point, c'est la conjoncture internationale, notamment du fait de la guerre qui se font, même si c'est à distance, du fait de l'interconnexion de notre économie à l'économie mondiale. Donc, il y a des prix, il y a des biens qui sont sensibles, qui augmentent déjà, je pense. Deuxième point, c'est dû à la hausse du prix du gasoil administré par le gouvernement et très récemment. Qui dit gasoil, c'est un produit de consommation. Même si vous n'achetez pas le gasoil vous-même, les produits que vous consommez souvent utilisent le gasoil, notamment les transports ou certaines industries. Donc du coup, les prix peuvent être répercutés.
sur le prix de consommation. Maintenant, le troisième facteur, c'est surtout la surréaction du marché. Il y a une conjoncture internationale, il y a l'augmentation du prix du gasoil par le pouvoir public. Alors, il faut dire que ça donne raison à tout vendeur, même s'il n'est pas directement touché, de tenir comme prétexte pour augmenter du prix. En mars dernier, les autorités nigériennes ont pris des dispositions en baissant la taxe douanière de certains produits agroalimentaires. Malgré cette disposition prise, la hausse continue toujours à affecter la population. Dans un pays à forte potentialité agricole où la population s'accroît, il est impératif de mettre en œuvre des stratégies favorisant la production locale, surtout en ce qui concerne les produits de base. Le Niger regorge des talents à valoriser et à soutenir afin d'accroître la production locale. Ceci pourra contribuer à faire baisser les prix de certains produits de première nécessité. Selon la stratégie nationale de la promotion de l'emploi des jeunes au Niger, l'économie nationale se caractérise par une diversification très peu développée ainsi que sa faible compétitivité. Elle ne participe que peu dans les échanges économiques internationaux. Elle est fortement dominée par le secteur primaire qui comprend essentiellement l'agriculture et l'élevage qui participent jusqu'à 38,8% du produit intérieur brut PIB. Le secteur secondaire représente quant à lui quelques 17% du PIB, dont la moitié revient aux industries extractives que sont le pétrole et la production minière, uranifère et aurifère qui représentent 11%. Enfin, le secteur tertiaire représente près de 44,2% du PIB. Le développement du secteur privé moderne et notamment l'entrepreneuriat des jeunes joue sa partition afin d'accompagner cette diversification de l'économie nigérienne et la hisser à un niveau compétitif. Ainsi, les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries se créent à foison. Entre 2011 et 2019, plus de 32 000 entreprises ont été enregistrées à la maison de l'entreprise. Ceci résulte de l'amélioration du climat des affaires et une mise sur pied d'une politique de promotion de la compétitivité et de la viabilité des PME-PMI. Au rang de ces milliers d'entreprises, peu arrivent à souffler leur cinquième bougie. Dans ce reportage, Business Challenge vous propose une analyse des causes de mortalité de ces entreprises du secteur privé. Au Niger, le nombre d'entreprises créées a connu un boom sans précédent ces dernières années, contrairement à 2010 où le nombre d'entreprises créées se casait en dessous de 2000 entreprises par an. Outre la question de financement des PME-PMI, la suivi des entreprises a toujours été l'une des plus grandes préoccupations de l'écosystème entrepreneurial nigérien. Plus de 8000 entreprises sont créées par année à en croire les données de la maison de l'entreprise. Et sur ces milliers d'entreprises qui se créent par année, au premier coup de vent, elles mettent la clé sur le paillasson et disparaissent. Une situation déplorable. La survie des entreprises, en fait, souvent est liée à l'écosystème. Est-ce que nous avons un écosystème favorable ? Aujourd'hui, on dira que non. Est-ce qu'il était meilleur que ce qu'on avait il y a quelques années ? On dira que oui, puisqu'il y a eu des évolutions à travers la création des centres, des structures d'appui, d'accompagnement à l'entrepreneuriat, à travers aussi, on va dire, un certain nombre de mécanismes de soutien. Maintenant, est-ce que c'est timide ? La question aussi, la réponse est oui. La maison de l'entreprise crée annuellement plus de 8000 entreprises. Et aujourd'hui, sur la base d'une étude qui a été réalisée, 40% de ces entreprises meurent au bout de 5 ans. Alors évidemment, la question à se poser est de savoir pourquoi ces entreprises, il y a un taux de mortalité élevé de ces entreprises-là au bout de ces 5 ans. Et les causes sont de divers ordres. À la maison de l'entreprise, on en trouve 5. Un des premiers éléments,
c'est les conditions de création de ces entreprises-là. Je pense que globalement, certains promoteurs d'entreprises ne travaillent pas en profondeur avant de créer ces entreprises-là. Il y a aussi l'absence de business model, à ne pas confondre avec le business plan, parce que le business model, c'est comment générer les profits. Le business plan, c'est une stratégie de l'entreprise pour définir des objectifs financiers. Il y a la question aussi de viabilité de marché. Je pense qu'on ne réfléchit pas parfois assez quand on est promoteur sur est-ce que le marché sur lequel je vais être est un marché qui est viable. Et aussi la question de la viabilité de la croissance, comment générer une croissance rapide sur le long terme. Voilà, je pense que les éléments qui déterminent aujourd'hui la mortalité de nos entreprises. Au Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, la liste est encore exhaustive. Notre système qui est très informel dans la mesure où tu crées des entreprises formelles, mais derrière, pour qu'elles survivent, il faut qu'elles utilisent des méthodes informelles de gestion. C'est-à-dire, on a la peur des impôts, parfois à juste titre, parfois à tort. Et du coup, on continue, on fait des prestations, mais on n'enregistre pas dans les caisses de l'entreprise. On a utilisé ça pour autre chose, et le jour où on veut faire le bilan, du coup, le bilan est négatif. Et derrière, c'est plein d'erreurs comme ça qui font qu'au début, vous allez voir des activités qui marchent très bien, et après, derrière, pour pouvoir continuer, il n'y a plus de fonds pour pouvoir continuer, parce que les fonds ont pris la direction de la poche avec tous les enjeux liés au social que nous connaissons. Au Niger, les difficultés liées à la pérennité des PME-PMI sont également dues au problème de la ressource humaine, ce qui empiète sur la qualité du rendement des prestations qui, à son tour, amène la cessation des activités faute de fonds pour garantir sa suivi. C'est un des gros problèmes qui vient après. C'est vrai qu'on ne demande pas forcément d'avoir Bac plus 8 pour pouvoir lancer. Mais quand tu es dans certains secteurs spécialisés, tu as besoin de l'expertise. Et cette expertise, elle coûte cher. Et parfois, elle est même rare dans certains endroits, tu ne les trouves pas. Si tu veux un expert en qualité agroalimentaire, tu ne le trouves pas. Aujourd'hui, tous les produits agroalimentaires, on les consomme juste pour les consommer. Mais quand on regarde, parfois en termes de respect de l'hygiène, en termes de l'adéquation entre le contenu et le contenant au sujet des emballages, tout ça, c'est du kame-kame qu'on fait. Et pour avoir un meilleur taux de survie de ces entreprises-là agro-industrielles, il faut pouvoir mettre les moyens, comme Nigerlait, la laitière du Sahel, tout ça. Mais aujourd'hui, beaucoup, en fait, se lancent en pensant que, oui, on peut tout faire dans son garage, parce qu'il y a beaucoup de success stories comme ça, qui commencent comme ça, alors qu'il y a des secteurs où, quand on commence, on doit commencer grand. Il y a des secteurs où on doit commencer petit pour voir jusqu'où ça peut nous mener. Par exemple, dans le numérique, il y a des startups, tu leur donnes un marché, et derrière, le résultat fini n'est pas totalement au rendez-vous. Donc, ça veut dire que les startups du numérique doivent encore se renforcer avec d'autres compétences, des expertises en design, des expertises en tout ce qui peut faire qu'une solution ne consomme pas beaucoup de données Internet, parce que ça coûte cher et puis c'est instable. Donc ça veut dire que toute solution qui va prendre cela en compte, ça veut dire qu'elle a suffisamment pris en compte les problématiques de notre environnement. Donc elle aura beaucoup plus de chances. Selon le directeur général du Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN, le copier-coller tuerait également nos startups. Contrairement aux années antérieures, il est constaté une amélioration de l'écosystème. Plusieurs réformes et initiatives ont été mises en œuvre au Niger ces dernières années pour développer le secteur privé en général et l'entrepreneuriat des jeunes en particulier. Toutefois, sur ce tableau, le grand accusé dans la précarité des PME-PMI au Niger, c'est le manque de collaboration entre la recherche et les startups. Parce qu'aujourd'hui, on demande au secteur privé de prendre certains risques
incommensurable pour entreprendre. Alors que des fois, c'est la recherche et le développement qui doivent lui dire voici les conditions de ton environnement et voici les paramètres qui font que ça peut marcher. Quand je prends par exemple tout ce qui est stockage de denrées alimentaires, tout ce qui est transformation, il faut que le monde de la recherche puisse travailler, mettre des brevets, prendre en compte les problématiques, les retours de ces entrepreneurs-là. C'est vrai, la question de toujours qui va payer, je me dis que là-bas, il y a toujours des systèmes de subventions. Qu'est-ce qui empêcherait qu'il y ait cette collaboration avec le secteur privé pour développer des nouveaux produits autour du moringa, développer des nouveaux produits autour de l'oignon du Niger, ainsi de suite. Et ça va créer de la valeur dans laquelle tout le monde va se retrouver. Après, on peut signer des contrats avec les startups qui bénéficient de ces travaux de recherche-là pour leur dire qu'à un certain niveau, elles doivent reverser un truc au laboratoire de recherche ou des trucs comme ça. Donc il faut qu'on innove dans toute notre relation pour bâtir un écosystème favorable. À cela s'ajoute l'insuffisance et la vieillesse des infrastructures qui mettent la survie des startups en sursis et écrivent le success story en pointillé. La connexion Internet, c'est la croix et la bannière, ça ne marche pas. Il y a aussi la question des routes. Quand vous voulez aller à Agadez, si votre business concerne des choses que vous envoyez, ou bien dans l'agro-business, vous voulez envoyer des produits périssables, voilà, toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Ensuite, bien évidemment, l'un des tout derniers points sur lequel, en tout cas, je pense qu'il est l'une des causes, c'est l'accès au marché. Parce qu'il y a plein de dysfonctionnements, si on peut l'appeler comme ça, où vous allez voir une entreprise, elle veut louer des véhicules. Plutôt que d'aller chercher des loueurs de véhicules professionnels qui ont déjà un agrément, ils vont faire appel à un cousin ou même c'est la personne qui achète. En tout cas, ça dérègle le marché. Et ça ne permet pas à ceux qui sont là déjà de se renforcer. Ensuite, bien évidemment, il y a la question aussi des marchés de l'État. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de marchés octroyés à des PME et des startups pour qu'elles puissent survivre. Ça va toujours avec des considérations politico, on va dire, et puis autres raisons. Mais il n'y a pas un champ de compétition où tu sais qu'avec tes forces, ton esprit de créativité, il y a un minimum auquel tu as droit. Et ça, c'est très dangereux en fait, parce qu'on ne peut pas bâtir un écosystème durable et pérenne si ces conditions-là ne sont pas assainies. Outre la formalisation et la mauvaise gestion du denier de l'entreprise, la fermeture brusque et précipitée de plusieurs entreprises trouverait également ses causes dans la fiscalité, les impôts jugés trop élevés par certains promoteurs de PME et PMI. Mais pour le directeur général du CIPMEN, une bonne tenue des états financiers suffirait. L'environnement n'est pas suffisamment transparent pour que les gens se jettent sans avoir cette phobie-là. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on crée l'entreprise, on essaie de voir comment dribbler le fisc. Alors que c'est justement avec des états financiers certifiés qui permettent de voir la santé de l'entreprise, est-ce que le business est en train de marcher, c'est ce qui donne la confiance pour chercher le financement. Donc ça veut dire que la problématique du financement ne vient qu'en second. C'est vrai, on a des problèmes de financement au lancement, mais là, on a déjà des entreprises qui se créent. Donc si une entreprise se crée, c'est qu'elle a déjà trouvé la niche dans laquelle elle est censée créer de la valeur. Donc je ne suis pas en train de parler qu'il n'y a pas de problème de financement pour les créateurs, c'est-à-dire au début, quand on a une idée, comment la transformer pour devenir une entreprise. Mais à partir du moment où on a pris son courage à deux mains, qu'on est parti à la maison de l'entreprise, créer son NIF, son RCCM, ça veut dire que là-bas, on doit plutôt se pencher à la création de valeur.
qu'est-ce que je mets de nouveau sur le marché qu'il n'y avait pas avant, ou comment j'améliore ce qui existe déjà pour lui donner un avantage comparatif pour les clients et pour l'écosystème. Souvent, on ne fait pas toutes ces analyses-là parce que très peu aujourd'hui d'entreprises passent par des incubateurs ou des structures d'accompagnement et très peu sont prêtes à payer pour les services de ces incubateurs. Ainsi, il en ressort que l'écosystème regroupe plusieurs facteurs qui mettent la pérennité des startups en péril et les conséquences pourraient être graves pour tous les acteurs. Je pense à 4 conséquences. La première conséquence évidente, c'est la perte d'emploi, évidemment avec son corollaire le chômage, évidemment le rétrécissement de ce tissu économique. En plus, on laisse la place aux importations, donc ce qui fait que les concurrents viennent placer leurs produits sur notre marché. Et enfin, il y a un anéantissement des efforts d'industrialisation au niveau national. Parce que s'il n'y a pas d'entreprise qui produisent ou qui transforment, évidemment les concurrents vont prendre la place et évidemment notre tissu économique va se détériorer et évidemment tout ce que l'État aura mis en place comme dispositif pour permettre à ces entreprises-là de s'industrialiser, ou pardon, au Niger de s'industrialiser, ne va pas se faire comme il l'a souhaité. Le risque, en réalité, c'est qu'on devienne juste un pays de consommateurs. C'est aussi simple que ça. Un pays de consommateurs qui ne crée pas de la richesse, du coup, c'est l'assistanat périn. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, même notre tissu industriel, il y a beaucoup de compétences aujourd'hui qu'on n'a plus. J'ai voulu monter des unités de fabrication d'emballage plastique biodégradable. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des compétences qu'on n'a plus parce que notre tissu industriel est quasiment au point mort. Ainsi, pour sortir de la perpétuelle assistance, développer l'entrepreneuriat afin de créer massivement de l'emploi aux jeunes, pour faire du Niger un pays émergent, bâti sur une économie résiliente et moderne, il faut qu'on puisse vraiment mettre en place ou mettre en application la charte des PME qui normalement permet d'accéder à un marché de 30% des commandes de l'État. Et derrière, pour moi, il faudrait qu'on puisse aussi digitaliser les appels d'offres pour que derrière, ça ne soit pas en fonction de la tête du client. Et bien évidemment, après tous les autres sujets structurels, parce que si on crée de la richesse, derrière, on peut espérer que le système éducatif de l'enseignement supérieur, tout ça s'améliore. Mais sans création de richesse, avec la faible qualité au niveau de l'école, avec nos problèmes d'infrastructure, nous sommes dans un pays vaste. Donc, ça veut dire qu'il y aura des challenges et des difficultés. Mais il faut commencer à les attaquer. Et pour pouvoir les attaquer, il faut donner espoir à tout celui qui crée une entreprise, qu'il a les chances, s'il met les compétences et l'engagement nécessaire pour obtenir les marchés, grandir et maintenant développer un écosystème autour de lui. Il faut déjà assister les promoteurs pour faire le bon choix des projets. Évidemment, la Chambre de commerce, à travers la maison de l'entreprise, le fait. Mais comme vous le savez, la tâche est aussi très grande. Nous faisons tous les efforts que nous pouvons, mais malheureusement, on ne peut pas atteindre tout le monde. Le deuxième élément, c'est d'assister les promoteurs tout le long du projet, de la création à la maturation et au développement des entreprises. Et enfin, avoir une politique de soutien au développement des entreprises. L'État le fait depuis un certain nombre d'années. Je pense que c'est des efforts à continuer. On veut réveiller une entreprise du textile, on voit quelqu'un qui s'est lancé déjà dedans, il faudrait qu'on fasse une commande de toutes les tenues militaires dans cette entreprise-là. Avec maintenant derrière un système assorti à la création d'emplois. Donc, l'idée pour moi vraiment, si on veut encourager et pérenniser, c'est que derrière,
il faut qu'on commence à contrôler la manière dont ils créent l'emploi, la manière dont ils impactent l'écosystème, la manière dont ils font travailler d'autres petites structures. Et pour moi, c'est ça la clé. Tant qu'on ne fait pas ça, on va continuer à donner des gros marchés à des individus qui ne représentent que eux et leurs personnes. Il faut vraiment une réglementation, marché public adossé à de la création d'emplois. Comme cela, au moins, la jeunesse aura des emplois à défaut d'accéder à ces marchés à gros milliards. Parce qu'on sous-estime toujours, on pense toujours que nous, les jeunes pousses, les start-up, parfois n'ont pas les capacités d'exécuter certains gros marchés. Alors que c'est en exécutant, peut-être on peut dire, il y a des marchés où on sait qu'on n'a pas les compétences. On peut s'associer pour monter en compétences, pour que les prochains marchés, les prochains supports, les prochaines maintenances soient assurés par des entreprises et des PME locales. Il faut une véritable volonté des différents acteurs, volonté politique, parce qu'en réalité, ce n'est pas que les marchés de l'État, même les marchés du secteur privé. En réalité, ailleurs, tout est réglementé. Ce n'est pas parce que ton entreprise t'appartient que tu peux faire des achats et faire du délit d'initié. Donc, ça veut dire que l'État, en montrant le bon exemple, peut aussi réguler le secteur privé pour que derrière, on va dire, toutes les dépenses supérieures à un certain montant, qu'on ait une certaine harmonisation du manuel de procédure. S'il est bien vrai qu'il existe des dispositifs variés devant garantir la pérennité des entreprises, notamment celles des jeunes, l'heure est venue de les mettre en œuvre pour non seulement étoffer le tissu économique national, mais aussi permettre de résister à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui ouvrira les portes nigériennes aux autres entreprises du continent. Lancé en 2010 sous l'égide de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, le programme Young African Leadership Initiative, YALI, a pour objectif de soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité, renforcer la gouvernance démocratique et améliorer la paix et la sécurité sur le continent africain. Démarré en pompe avec une série de forats de haut niveau, dont le Forum d'Obama avec les jeunes leaders africains d'août 2010, le Forum des jeunes africaines pionnières de juin 2011 et le Sommet sur l'innovation et le partenariat pour le mentorat des jeunes leaders africains de juin 2012, le programme YALI a formé des milliers de jeunes africains pour un développement endogène. Le programme YALI c'est l'acronyme c'est en anglais, mais en français, c'est l'initiative pour les jeunes leaders africains. Donc, il a été créé et lancé en 2010. Et maintenant, il faut le dire, c'est le fruit de la coopération, c'est la nouvelle vision de la coopération entre les pays africains et les États-Unis sur la jeunesse, les jeunes leaders africains. Et que ce programme est fortement soutenu par le SAID et ça a été lancé sous le leadership du président Barack Obama. Mais il vise les jeunes leaders africains, il vise un développement endogène, il vise l'initiative du leader africain, il vise le développement local, il vise l'initiative du leader local. Donc c'est un programme purement africain et la solution devra venir de la part de ces jeunes leaders africains, mais qui seront connectés avec d'autres jeunes, mais également avec d'autres populations et d'autres communautés de leur pays. Donc, pour nous, ce programme, il représente de la manière la plus haute une importance particulière parce que ça vise une cible qui est la jeunesse de 18 à 35 ans qui vont devenir les leaders de demain, qui auront un mot à dire dans le développement de leur pays, qui seront partie prenante dans le développement de l'Afrique et qui actuellement ont les compétences et les capacités de participer à cette dynamique de changement, à cette dynamique de transformation et de développement des pays. Donc, il est important pour nous
que dans ce parcours, qu'on puisse développer des compétences qui vont leur permettre d'avoir beaucoup plus d'agilité à créer cette transformation rapide dans leur pays. Ciblant une tranche d'âge comprise entre 18 et 35 ans, le programme YALI a connu un succès fulgurant couplé de plus de 2000 activités pour la jeunesse du continent. Fort de ce succès, le programme YALI s'est élargi en 3 autres principaux programmes. Il s'agit du Mandela Washington Fellowship, du YALI Network et des centres régionaux de leadership YALI qui proposent aux futurs leaders des pays africains des compétences, des outils, des opportunités leur permettant de réaliser leurs rêves et ainsi façonner l'avenir du continent. À l'issue de ces programmes de formation qui sélectionnent des jeunes à travers leurs projets de développement au niveau de leur pays, avec des critères de sélection bien définis et que globalement ce projet doit pouvoir démontrer une bonne pertinence pour in fine que ce projet puisse impacter au niveau du pays du participant, au niveau de son environnement, mais également au niveau de ses communautés dans son pays. Donc c'est très important ces dimensions parce que le projet ou bien le centre régional de leadership n'est pas créé pour venir apporter une transformation au niveau du pays, mais c'est le jeune leader à qui on a identifié un fort potentiel qui retourne dans son pays avec ce renforcement de capacité, avec ses compétences, avec cette nouvelle vision, essayer de créer cette dynamique et de se connecter avec d'autres jeunes, avec d'autres réseaux pour créer une bonne masse critique afin de lancer une bonne dynamique de transformation et impacter positivement au niveau de leur pays. Au Sénégal, le centre régional de leadership est basé à Dakar. Donc ce centre n'est pas seulement pour le Sénégal, il couvre 25 pays. Mais les produits que nous avons qui ont eu à passer ce parcours au niveau du centre sont en train de créer des réseaux dans chacun de ces pays. Donc naturellement au Sénégal, il y a un réseau des alumni qui est en train de dérouler des activités et d'accompagner d'autres jeunes qui n'ont pas encore la chance de faire ce parcours. Au même titre que le réseau du Sénégal, le réseau du Niger est en train de faire la même chose parce que tous les jeunes ne peuvent pas suivre ce parcours au niveau du centre. Il appartiendra à ces réseaux d'avoir des initiatives de démultiplication du renforcement de capacité et du parcours de coaching et d'incubation. Et nous sommes dans cette dynamique. Ce n'est que dans cette voie qu'on arrivera à avoir cette masse critique. Au Niger, le parcours et l'impact des jeunes leaders portent déjà le fruit de l'entrepreneuriat à l'éclosion de la citoyenneté et aux actions communautaires. Je vois beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui, en faisant la formation du YALI, ils étaient à un stade de projet ou bien un stade d'idée de projet. Et après la formation, avec tout le parcours de coaching et d'incubation après, ils sont arrivés à développer des entreprises, non seulement des entreprises qui créent de la recherche, mais des entreprises qui impactent du point de vue social, et des entreprises qui participent au développement communautaire. Et je pense que c'était véritablement l'idée qui a été développée autour de l'entrepreneuriat social. Au Niger, ils sont un grand nombre d'alumni, un grand nombre de jeunes leaders qui ont pu suivre la formation, qui sont en train d'impacter, de transcender tout ce qu'ils ont appris dans ce parcours, dans leur activité d'aujourd'hui. On a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de responsables dans l'administration du Niger, on a des entrepreneurs, on a des personnalités qui sont engagées dans les ONG, qui sont engagées dans les organisations de la société civile. Donc dans toutes les couches de la société, on a ces jeunes leaders qui sont présents. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est attendu, c'est qu'il y ait quand même cette connexion avec tous les jeunes pour créer cette masse critique. Et je pense que c'est important dans des dynamiques de transformation de créer ce réseau, cette masse critique dans la vision positive du développement. Pour conserver ses acquis, le Niger va accueillir en novembre prochain le premier sommet des alumni YALI Dakar.
Il s'agit d'un grand rendez-vous à Niamey qui va rassembler les bénéficiaires du programme Yali Dakar à Niamey. C'est l'occasion en fait pour tous les alumni de se réunir pour quelques-uns, de se connaître, de renforcer le réseautage et de voir des perspectives parce que le Yali aussi sert à former le leadership. C'est le Young African Leaders Initiative. Donc c'est vraiment pour voir dans quelle mesure les perspectives on peut impacter encore plus nos communautés, nos différentes communautés. Il y a beaucoup de jeunes Nigériens qui ne connaissent même pas le Yali. Et c'est une opportunité de se faire former parce qu'il y a 3 volets. On a Business Entrepreneurship, Public Management et Civic Leadership qui coiffent, on va dire, tout ce qui peut être domaine professionnel ou d'activité possible. Donc, on a l'occasion de se faire former à 0 francs parce que tout est pris en charge lorsque vous êtes sélectionné. Vous avez aussi la possibilité de faire ça soit en ligne, soit en présentiel à Dakar. Je parle de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, ce qui coiffe le Niger. Donc je pense que c'est l'opportunité de faire connaître le Yali aux gens nigériens. Et après, c'est aussi de voir dans quelle mesure il pourrait y avoir un consensus ou un consortium et sortir avec une coalition des 4 centres régionaux. Essayer de mettre quelque chose en œuvre pour que ce soit tout le temps les 4 centres régionaux ensemble qui vont mener des activités vraiment pour impacter la jeunesse, pour impacter leur pays et différentes communautés. Ainsi, depuis plus de 10 ans, le programme Yali contribue à une émancipation de la jeunesse, à prendre à bras le corps ses responsabilités pour son développement et celui du continent tout entier. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ce menu de votre magazine Business Challenge. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Merci d'avoir suivi Business Challenge. Au revoir. Niger Telecom, sponsor officiel de Business Challenge. Niger Telecom pour mieux vous servir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.